Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes maintenant rendus à notre 8e webinaire, le temps passe vite. Donc, cette semaine, nous allons aborder la thématique du financement, un élément fort intéressant qui concerne beaucoup d'OBNL en ce moment. On sait que toutes les sources de financement sont susceptibles d'être affectées par la crise qui amène dans beaucoup d'organisations une baisse de revenus qui n'était pas prévue et qui vous amène à devoir faire des ajustements difficiles, des choix difficiles. Donc, Concertation Montréal est bien consciente des réalités que vous vivez en ce moment et c'est dans cette perspective-là que nous avons fait appel à Natasha Gupta, qui est spécialiste en financement des OBNL, qui va, au cours de la prochaine heure, faire un tour de piste avec vous. Pas uniquement des éléments spécifiques, en fait, à la crise du COVID, mais un rappel de certaines pratiques et aussi peut-être une occasion de réfléchir à vos façons de faire. Quand tout va bien, on n'explore pas toujours des nouvelles façons de trouver du financement pour l'organisation, mais en période de crise ou lorsqu'on dépend beaucoup d'un bailleur de fonds ou de quelques bailleurs de fonds, ça nous amène peut-être à revoir dans notre stratégie de gestion des risques, là, comment aller chercher du financement à d'autres sources là, pour être moins vulnérables. Donc, je vais vous retrouver à la fin du webinaire pour une petite conclusion. Je vais annoncer également les 2 derniers webinaires qui nous restent ce printemps. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole maintenant à Natasha Gupta qui sera avec vous pour la prochaine heure. Merci beaucoup. Je vais juste valider que vous m'entendez bien parce que j'ai eu des petits problèmes techniques sur mon côté, là. Tout est bon? Oui, tout est bon? Parfait. OK. Donc, on va débuter sans plus tarder. Donc, ça me fait très plaisir d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, Natasha Gupta, je suis consultante en stratégie de financement pour les organisations but non lucratives. En fait, j'offre du service conseil et de la formation. En fait, j'ai une approche qui vise beaucoup l'indépendance des organisations but non lucratifs, c'est-à-dire de vous outiller au mieux afin que le plus rapidement possible, vous deveniez autonome dans vos démarches. Ça fait maintenant plus de 15 ans, en fait, que je suis dans le domaine. J'accompagne des organisations dans tous les secteurs, donc que ce soit le sport, l'environnement, la culture, le communautaire, la santé, etc. Et aussi, je couvre toutes les formes de financement. Donc, on parle de philanthropie, de commandite, d'événementiel, de subventions, obligations communautaires, sociofinancement, etc. Et j'accompagne aussi des organisations de toutes les tailles, donc des très grandes ou très petites, et à tous les stades de croissance. Donc, du pré-démarrage jusqu'à, ça fait plus de 75 ans qu'on est en affaires. Donc, ça me donne vraiment une vision transversale du milieu du financement des OBNL. Donc, aujourd'hui, on a 1 heure ensemble. C'est excessivement rapide. J'ai reçu vos questions à l'avance. Je les ai regroupées autour de 5 axes principaux qui se dégageaient. Donc, bien sûr, ça va être un survol très rapide, surtout que vous n'êtes pas tous au même niveau de connaissance et aussi, vous n'êtes pas tous frappés de la même façon par la crise non plus. Donc, vous n'êtes pas tous au même stade dans tout ce qu'on vit actuellement. Donc, si on regarde de quoi on va parler aujourd'hui, juste un petit instant. Voilà. Donc, si on regarde de quoi on va parler aujourd'hui, donc tout d'abord, on va parler des éléments importants à considérer pour faire un budget en temps d'incertitude. Je vais vous dire aussi un petit programme, un petit mot sur les programmes d'aide. On va parler aussi de philanthropie, donc en ce qui concerne les fondations, puis comment communiquer efficacement avec vos donateurs, ainsi que la posture à adopter pour votre CA dans tout ça. Aussi, je vais vous parler des événements, puis aussi, je vais vous donner plusieurs exemples de différentes initiatives à adopter pour vos activités. Et finalement, on va parler de financement corporatif. Donc, actuellement, si on est bien honnête, là, on va se dire les vraies choses. Je veux dire, il n'y a personne qui a de réponse sur ce qui s'en vient. Combien de temps la crise va durer? Quand est-ce qu'on va revenir à la normale? Qu'est-ce que ça va vouloir dire, la normale? Quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment se rassembler? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague à l'automne? Est-ce qu'on va tomber en récession économique?
La durée de la crise sanitaire est donc impossible à prévoir pour l'instant. Personne ne sait, on pense, on découvre au fur et à mesure. Puis c'est la même chose pour le financement. On avance à tâtons, puis on découvre au jour le jour qu'est-ce qui va se passer. La seule chose qu'on sait actuellement, c'est qu'en ce moment, on entame une phase un petit peu plus positive que tout ce qu'on a vécu depuis 2 mois. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment basé sur mon expérience, les discussions que j'ai eues avec différents acteurs clés du milieu, puis de nombreuses lectures que j'ai faites. Donc, personne n'a la réponse, mais moi non plus, je ne l'ai pas. Tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment partager avec vous des pistes de réflexion. Donc, en ce moment, ce qu'on remarque, c'est vraiment que tous les efforts sont mis dans le but de stopper la pandémie. On parle ici de santé, donc la découverte d'un vaccin, la recherche fondamentale, la santé mentale. On pense aux populations vulnérables qui sont plus durement touchées par la crise et le confinement. Par extension, on pense à la sécurité alimentaire, au logement, etc. À court terme, ce qu'on peut s'attendre de l'État et des donateurs, c'est qu'on donne davantage à tout ce qui est en lien avec ça, avant de penser à la relance sociale, économique ou encore culturelle. On peut donc penser que, en fait, pendant la crise actuelle, mais aussi pendant l'après-crise, les causes sociales et humanitaires vont être au cœur des priorités des donateurs. Cependant, moi, je pense que vos grands partenaires, vos alliés, vos fidèles donateurs, en fait, ceux qui sont vraiment très engagés envers votre cause, moi, je pense qu'ils vont pouvoir continuer, vous allez pouvoir continuer de compter sur leur support, évidemment, selon leur nouvelle capacité à donner. Ce qui m'amène à vous parler de budget, en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait un budget en temps d'incertitude? Bien, en fait, tout le monde se le demande, vos parties prenantes aussi, tout le monde se demande l'impact que la COVID-19 va avoir sur les finances de votre organisation et sur vos services aussi. Encore une fois, personne ne connaît à ce stade la réponse à cette question, mais ce qu'on peut se dire, c'est que le mieux vous allez planifier votre budget, le plus que ça va vous aider à anticiper ce qui va arriver par la suite. En ce moment, je suis très consciente que certains ont été très durement frappés par la crise. Il y en a même qui sont près de la fermeture. Il y en a d'autres qui vivent un hit vraiment actuellement, puis il y en a d'autres que l'impact va se faire sentir plus tard, puis il y en a d'autres qui ça va être pas du tout. Donc, la section de budget que j'aborde ici, c'est vraiment dans un esprit de reprise post-COVID. Il y a donc 3 niveaux à considérer et ce, dès maintenant. Donc, d'abord, il y a la gestion des liquidités. Là, bon, ça fait 2 mois qu'on est en crise. Je pense que vous l'avez déjà pas mal réfléchi à la gestion de vos liquidités. Toutefois, c'est un effort constant que vous devez donner. Le CA doit travailler main dans la main avec la direction générale afin de porter une attention particulière aux finances et surtout aux liquidités. Ça, c'est tout le temps, mais c'est encore plus vrai en temps de crise. Il y a bien sûr à prendre en considération le budget de l'année en cours et le budget de l'après-crise qu'on doit faire dès maintenant afin de vous aider à mieux prévoir, anticiper ce qui va arriver. Donc, le budget de l'année en cours, il est sûrement très, très loin du budget que vous aviez planifié initialement. Donc, en fait, c'est vraiment important de constamment mettre à jour votre budget afin de l'adapter à la nouvelle réalité. Puis cette réalité-là, mais elle est toujours en mouvance. Donc, votre budget doit aussi être toujours en mouvance actuellement. Donc, en vous basant sur les dernières semaines, vous êtes plus en mesure, en fait, d'estimer l'impact que la crise a et aura sur chacun de vos postes budgétaires. Donc, si on regarde, admettons qu'on commence avec les revenus, quel genre de questions vous pouvez vous poser afin de vous aider à mettre à jour votre budget? Donc, d'abord, on pourrait penser aux dons. Est-ce que, là, je vous donne des exemples types de questions à vous poser. Là, bien sûr, vous pouvez en inventer plein d'autres. Donc, si on regarde les dons, est-ce qu'il y a une baisse par rapport à ce que vous recevez habituellement? Sur quel pourcentage de vos donateurs pouvez-vous compter? Quels sont-ils? Si on regarde les commandites et les subventions, est-ce que vous connaissez les intentions de vos bailleurs de fonds? Est-ce que vous en avez discuté avec eux? Si on regarde sur le plan des levées de fonds, est-ce que vos activités sont annulées, déplacées, remplacées? Vos activités régulières, quel pourcentage de votre clientèle va être prête à participer à vos activités? Est-ce que votre capacité va être contrainte due aux normes sanitaires? Si on regarde les revenus additionnels, est-ce que vous êtes admissible à des programmes d'aide gouvernementaux? Sur le plan des bénévoles, sur quel pourcentage de bénévoles allez-vous pouvoir compter
dans les prochains mois? Donc, ça, c'est le genre de questions que vous pouvez vous poser pour vos revenus. Si on regarde maintenant les dépenses, donc, le genre de questions que vous pouvez vous poser, mettons, par rapport à vos salaires. Est-ce qu'il y a un changement dans votre nombre d'employés ou auprès de vos coûts, vos coûts de service, pardon. Est-ce que la demande de vos bénéficiaires est en hausse, en baisse? Est-ce qu'elle est stable? Le coût de vos fournitures, est-ce qu'il est en hausse, en baisse ou est-ce qu'il est stable? Est-ce que vous avez des dépenses additionnelles? Est-ce que la crise a généré des nouvelles dépenses pour vous? On pense par exemple à l'installation en télétravail. Ça a engendré aussi des coûts pour la sécurité. Est-ce que chez vous, ça a engendré une baisse de productivité? Est-ce que vous devez ou allez devoir faire de l'achat de matériel pour répondre aux exigences sanitaires? On peut penser ici au plexiglas, au Purell. Donc, l'idée, c'est vraiment de revoir chacun des postes et de bien réfléchir aux revenus, aux dépenses additionnelles que la crise peut engendrer. Si maintenant, on regarde pour le budget de l'année prochaine, donc l'après-COVID, ça se peut que les changements qu'on vit actuellement soient permanents pour vos sources de revenus ou vos services. Donc, quel genre d'impact ça va avoir sur l'adaptation de vos services? Est-ce que vous allez avoir besoin de personnel supplémentaire pour respecter les règles de distanciation? Est-ce que vous allez avoir des changements technologiques à faire? Est-ce qu'il va y avoir des impacts sur vos installations? Est-ce que vous allez devoir repenser l'aménagement de votre site? Est-ce qu'il va y avoir un impact sur vos employés? Est-ce que les gens vont rester craintifs après le confinement? On pense par exemple aux salles de spectacle qui, bon, même si le confinement se termine, c'est possible que les gens, les salles de spectacle, les restaurants, qu'on soit peut-être moins à l'aise d'y aller. Donc ça va sûrement avoir un impact. Donc, l'idée là-dedans, c'est de vraiment bien discuter avec vos équipes terrain afin que vous compreniez vraiment bien c'est quoi l'impact, tous les impacts que tout ça peut avoir sur les différents postes budgétaires. Puis ça va vous aider à mieux chiffrer vos budgets. Et le fait de considérer ce genre de questions-là, en fait, ça va vous faire que vos prévisions vont être le plus réalistes possible. Ce qui m'amène à vous parler de scénario. Donc là, ici, vous aurez reconnu la blague de Client Brief, Client Budget, ici qu'on a fait avec l'histoire de Pi. Donc, si je reviens au scénario, bien, l'idée, en fait, c'est de planifier 3 scénarios. Un optimiste, un réaliste, puis un pessimiste. Donc, ce qu'on cherche à identifier, c'est vraiment ce qui est à risque. Les programmes, les donateurs, etc. Donc là, vous pensez à comment vous allez répondre à chacun de ces scénarios-là. Personnellement, moi, j'aurais tendance à vous dire de faire des scénarios peut-être plus pessimistes qu'optimistes. Autre chose aussi, pensez en fonction de vous organiser dans la durée. La situation de télétravail, c'est plus exceptionnel. C'est business as usual maintenant. Donc, on a fini là, de s'organiser. On vise à être le plus opérationnel, le plus performant possible, en fait, en ce moment. Autre chose sur quoi j'attire votre attention, de faire attention, c'est de ne pas opter, si c'est possible, en fait, de ne pas opter pour une stratégie principalement de coupure ou de recul. Ça pourrait être tentant en ce moment de dire, bien, c'est la chose la plus facile à faire, mais dans le long terme, c'est quelque chose qui pourrait engendrer des conséquences vraiment négatives pour votre organisation. Donc, donnez-vous vraiment le temps d'évaluer vos différentes options avant de décider quoi que ce soit. En ralentissement économique, on l'a remarqué à travers le temps, à diverses époques, à travers l'histoire, les organisations qui tentent de maintenir leur lancée ont souvent plus de succès. Les autres qui ont opté pour des stratégies de coupure massive, bon, souvent, ont perdu beaucoup de terrain là-dedans, puis ne sont pas arrivés à le rattraper par la suite. Je vous donne un exemple. Il est peut-être plus favorable pour vous de maintenir 6 employés en poste à salaire réduit plutôt que 3 employés à 100 %. Donc, il y a des questions comme ça stratégiques à peut-être regarder qu'est-ce qui est le mieux à faire et surtout évaluer le long terme. Donc, tentez de maintenir le cap le plus possible, même si vous devez faire des ajustements, essayez plutôt d'adapter vos activités à la nouvelle réalité plutôt que de tout annuler. Les collectes de fonds que vous ne faites pas, c'est sûr que c'est un revenu nul. Si vous adaptez, c'est peut-être moins d'argent, mais c'est peut-être aussi moins de dépenses. Donc, c'est vraiment quelque chose à considérer. L'autre chose que j'aurais envie de vous dire en ce moment, c'est que toutes les causes sont essentielles. On pourrait être tenté en ce moment de stopper la collecte de fonds en pensant qu'on n'est peut-être pas une cause prioritaire dans le contexte actuel. Mais rappelez-vous que les causes pour lesquelles existent les OBNL n'ont pas cessé d'exister avec l'apparition du coronavirus. Donc, les clientèles qui sont les plus vulnérables ont toujours besoin de votre aide.
C'est pour ça, en fait, que c'est important d'être proactif puis de poursuivre vos activités. Parce que, n'oubliez pas qu'en temps de crise sanitaire, les élans de générosité demeurent. Les gens veulent sentir qu'ils sont utiles et qu'ils participent aussi à un effort collectif. Donc, ceci, ça m'amène à vous parler brièvement des programmes d'aide financière. Donc, en fait, j'ai reçu plusieurs questions là-dessus. Pardon, j'ai reçu plusieurs questions là-dessus. Je ne passerai pas tous les programmes avec vous en revue parce que vous avez tous des réalités qui sont différentes. Donc, chacun a ses programmes qui conviennent ou ne conviennent pas. Donc, ce que j'ai fait, je vous ai mis ici 4 sources que vous pouvez aller consulter qui sont relativement complètes et assez souvent mises à jour, qui listent pas mal toutes les options qui existent pour les OBNL et même plus, tant aide de l'État que les autres programmes qui sont disponibles. Donc, vous allez recevoir une copie du PowerPoint, puis dedans, il y a vraiment les adresses URL là, à suivre que je n'ai pas mis à l'écran maintenant. Donc, vous allez avoir le détail des adresses. Par contre, ce que j'aimerais vous dire par rapport aux différents programmes, c'est garder en tête que les ressources sont limitées. Donc, toujours vous dépêcher le plus possible d'appliquer sur les programmes parce qu'il y en a qui ferment très, très vite. On peut penser, exemple, au PACME qui a fermé quand même relativement rapidement. Exemple, lundi, on vient de faire des nouvelles annonces en culture. Bien, si vous voulez déposer des projets, moi, si j'étais vous, je me dépêcherais vraiment. Autre chose aussi, c'est n'oubliez pas que les programmes réguliers existent encore. Donc, mettons, le PACME est fermé, mais il reste encore de l'aide qui est possible d'avoir, pour exemple, embaucher un consultant ou des choses comme ça. Ces différents programmes, c'est sûr que là, la priorité est mise sur les programmes d'urgence, mais les autres programmes continuent quand même d'exister. Est-ce qu'ils vont tous exister? On ne le sait pas. Peut-être pas. C'est possible qu'on doive couper dans certains de ces programmes-là. Ça, l'avenir nous le dira. Ensuite de ça, j'attire votre attention sur autre chose. C'est que plusieurs des mesures actuelles qu'on vous propose sont des prêts. Donc, j'ai vu, pas dans les programmes d'État, mais dans d'autres programmes qui sont offerts par d'autres organisations, on demande même jusqu'à des garanties personnelles. Donc, ça, faites très attention à ça, là. Donc, ce qu'il faut garder en tête quand on parle de prêt, c'est que vous allez devoir rembourser les sommes reçues. Ça va vouloir dire donc de générer plus de revenus qu'avant la crise pour maintenir votre développement, mais aussi payer les intérêts sur le prêt plus le capital. Donc, vous allez avoir besoin d'une stratégie financière qui va être excessivement solide dans un contexte où la demande va être vraiment grandissante. Donc, les pointes de terre vont être de plus en plus petites à se diviser avec de plus de gens. Puis tout ça sur un fond d'incertitude économique. Donc, moi, je serais très, très prudente à votre place avec les mesures. Aussi, bien évidemment, l'État, comme on le disait tantôt, probablement va devoir faire des choix dans l'avenir. Donc, on peut s'attendre probablement à des coupures éventuelles. D'où l'importance de diversifier vos sources de revenus. Donc, générer un maximum de revenus autonomes. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement donne effectivement, donne des ressources actuellement, rend des programmes d'aide disponibles, mais c'est des ressources qui sont court terme, qui sont là pour vous aider à tenir le coup, mais elles sont limitées, comme on disait tantôt. Et en fait, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il vous aide à faire le pont pendant que vous trouvez des solutions pour remplacer vos revenus perdus, mais il ne remplace pas les revenus que vous avez perdus. Puis là, ben, malheureusement, si votre organisation n'était pas viable avant la crise, mais ça va être excessivement difficile pour votre organisation de passer au travers. Donc, il y en a plusieurs aussi qui disent qu'après la crise sanitaire, ce qui nous attend, c'est une crise des finances publiques, donc une dette collective à payer. Ce que ça veut dire, c'est une hausse des impôts ou encore des coupures dans les sphères gouvernementales. Donc, gardez un peu tout ce contexte-là en tête avant d'appliquer sur des programmes. Assurez-vous que des fois, on peut être porté court terme d'éteindre des feux, mais il faut penser à moyen terme puis à long terme. Est-ce qu'on est vraiment capable de supporter ça? Est-ce que c'est la meilleure décision? Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur les programmes d'aide actuels. Maintenant, si on regarde la philanthropie, donc je vais commencer en vous parlant des fondations. Donc, pour le moment, les fondations tentent d'être le plus pertinentes possible pour aider les plus vulnérables. Donc, elles se sont beaucoup mobilisées afin d'apporter une aide complémentaire au pouvoir public en usant en fait de leurs atouts principaux, c'est-à-dire leur proximité de terrain et leur pouvoir rassembleur. Suite à la nouvelle réalité des organisations communautaires, donc ici, ce à quoi je fais référence, c'est la capacité réduite opérationnelle, la hausse de la demande, les besoins d'adapter rapidement les services.
la baisse de la capacité à adapter les revenus, la baisse des flux de trésorerie aussi. Donc, suite à ça, on a fait des demandes aux fondations, 3 demandes principales, si on veut, c'est-à-dire de maintenir leur rapport financier sans obligation de résultat, d'assouplir la reddition de comptes et aussi de prolonger les délais pour les demandes et aussi de libérer des fonds d'urgence. La réponse des fondations s'est organisée comme suit, c'est-à-dire que la majorité, là, je vous parle de plusieurs fondations, c'est pas toutes les fondations, là, on s'entend. Là. Je dis pas qu'elles ont toutes pris cette décision-là, mais il y en a beaucoup qui ont opté pour rester en contact afin d'assurer les continuités dans les versements d'argent. Plusieurs ont aussi assoupli leurs normes et les restrictions imposées. Donc, ce que ça veut dire, c'est, exemple, on laisse les organisations convertir l'argent qui était alloué à un projet spécifique à un fonds d'urgence, par exemple. Il y en a plusieurs qui ont allégé ou suspendu la reddition de compte, puis certaines aussi ont même devancé les paiements si elles étaient en mesure de le faire. Ce qu'on remarque aussi avec le confinement, la distanciation, tout ça, c'est que plusieurs nouveaux besoins sociaux sont apparus. Donc, on pense par exemple à la détresse psychologique, à l'adaptation des chaînes d'approvisionnement de la chaîne alimentaire. Donc, pour pallier à ça, il y a Exemple Centraide qui a mis sur pied un fonds d'urgence où plusieurs fondations contribuent. Il y a d'autres fondations publiques et privées qui débloquent, réorientent ou encore recueillent d'autres sommes d'argent pour faire des fonds d'urgence ou des dons pour les partenaires qui sont existants ou encore des nouvelles organisations qui sont en mesure de répondre aux besoins de la population et des communautés les plus affectées par la crise. On pense par exemple à la Fondation Trottier qui donne 10 millions de plus qu'à l'habitude, c'est-à-dire le double, pour les efforts pour surmonter la crise. Donc, les fondations se positionnent davantage comme une aide complémentaire au gouvernement. Souvent, en fait, l'argent du gouvernement, il y a un certain délai avant que vous la receviez. Donc, les fondations sont plus agiles pour réagir plus vite, donc vous envoyez l'argent plus rapidement. Donc, ça permet en fait de faire le pont en attendant l'argent du gouvernement qui, on se disait tantôt, l'argent du gouvernement sert à faire le pont à ce que vous retrouviez vos revenus. Donc, elles collaborent énormément entre elles. Donc, elles se concertent beaucoup aussi avec d'autres organisations, d'autres instances. En fait, elles essaient d'être le plus stratégique possible, d'éviter les angles morts, d'avoir la meilleure cohésion possible afin de mieux aligner leurs efforts. Puis aussi toute une question de partager l'intelligence concernant l'émergence puis l'évolution des enjeux actuels. À moyen terme, c'est sûr qu'il va falloir bien repenser la suite pour avoir un maximum d'impact pour les fondations. À quoi on peut s'attendre? Bien, pour les fondations privées, c'est sûr qu'elles ont été plus durement touchées à court terme, à moyen terme à cause du déclin de la bourse. Ça va donc être plus difficile d'obtenir des nouveaux engagements des fondations privées. Ça risque d'être plutôt annuel que pluriannuel à cause de l'incertitude économique. Aussi, on s'attend, je pense que la grande priorité des fondations va être de maintenir le respect des engagements antérieurs, mais peut-être que les argents risquent peut-être d'être retardés, diminués ou encore étalés sur plusieurs paiements sur le long terme. Certaines fondations, comme on en parlait tout à l'heure, vont assouplir leurs règles, surtout pour les bénéficiaires actuels pour adapter en fait les stratégies au contexte actuel. Puis, il y en a plusieurs aussi qui ont annoncé qu'ils allaient continuer d'accepter les demandes. Donc là, je vous inviterais à peut-être aller voir leur site, voir si vous cadrez toujours dans leurs priorités, puis même à les appeler avant. Faites ça avec élégance. Je veux dire, on est en temps de crise, donc prendre des nouvelles, s'assurer est-ce que vraiment c'est un bon moment pour déposer une demande, c'est quand ça va être le meilleur moment, est-ce qu'ils sont là-dedans, parler, exposer un petit peu votre projet, voir si ça cadre dans leurs priorités. Donc ça, c'est un peu ce qu'on pourrait entrevoir pour les fondations. Comme je vous dis, c'est des pistes de réflexion, mais pour le moment, c'est un peu ce à quoi ressemble le portrait. Maintenant, si on regarde sur le plan de vos communications, donc là, l'important, c'est bien sûr, en temps de crise, de communiquer de façon efficace. Première chose à faire, c'est vraiment d'adapter vos messages à la situation. Donc, bien sûr, faire preuve d'empathie, de sensibilité, de solidarité. Je pense que c'est vraiment les mots d'ordre actuellement dans la situation. Je vous donne un bel exemple ici. En fait, moi, je trouve que c'est un très bel exemple. C'est les petits frères
C'est donc une ligne, en fait, une chaîne d'appel pour les 75 ans et plus. Donc, je vous lis un petit peu ici ce qui est écrit. C'est « Vous vous sentez seul et aimeriez parler avec une personne de confiance? Appelez-nous, nous avons envie de vous parler. Nous vous offrons de l'affection, du soutien moral et du réconfort. Ne traversez pas seul cette période difficile. » Et là, on a bien sûr les coordonnées, puis une invitation à faire un don. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment un bel exemple de comment adapter le message actuellement pour ce qu'on vit dans le contexte actuel. Donc, après ça, c'est sûr que vos parties prenantes veulent connaître l'impact de la situation, ce que ça implique pour vous, sur votre capacité de fonctionner à court terme, à moyen terme, puis bien sûr l'impact que ça va avoir sur votre mission. Donc, adapter le message, c'est une chose, mais aussi, il faut rassurer vos parties prenantes. Donc, informez-les. Soyez clairs, soyez concis. La pire chose à faire actuellement, je pense que c'est de ne pas communiquer du tout. Ça, c'est comme la pire idée du monde. Vos bailleurs de fonds vont apprécier votre transparence, mais vont aussi apprécier d'avoir une certaine constance dans vos communications. Donc, parlez des répercussions que la crise a sur votre organisation, des actions que vous envisagez, c'est-à-dire des solutions. Montrez que vous êtes en contrôle de la situation et soyez le plus précis possible. À chaque fois que vous voulez communiquer, demandez-vous à ce stade, qu'est-ce que les gens aimeraient savoir? Donc, essayez de répondre à cette question-là. Aussi, ça me fait penser que ça peut être une belle occasion de revoir votre présence numérique. Donc, pour votre site Web, ça doit refléter les mesures qui sont mises en place. Donc, ça doit être à jour. Donc, assurez-vous que tout ce qui est sur votre site est à jour, que vous diffusez des messages clés sur votre page d'accueil de façon très claire. Aussi, mettez à jour votre section contact. Si vos gens sont en télétravail, est-ce que c'est les bons numéros de téléphone? Si vous avez licencié des gens, est-ce que leur portrait ou leur photo est encore sur votre site Web? Est-ce que les heures d'ouverture, est-ce que c'est encore les bonnes? Les canaux de communication que vous privilégiez, est-ce qu'ils sont bien indiqués? Si vous utilisez, exemple, Zoom pour faire vos réunions, bien, peut-être mettez dans votre signature courriel le lien pour rejoindre votre espace Zoom. N'oubliez pas aussi de mettre tout ce qui est entré sur Google ou sur les médias sociaux, de mettre ça aussi à jour. Peut-être aussi que ça peut être une belle occasion de revoir vos stratégies en SEO, tout ce qui est référencement naturel. Donc, est-ce que vos mots-clés que vous utilisez sont adéquats en ce moment pour le temps de la COVID? Dites-vous que les organisations qui ont vraiment investi dans une stratégie numérique vont vraiment mieux tirer leur épingle du jeu actuellement. Puis ça va être aussi plus facile pour ceux qui ont déjà bâti une communauté virtuelle. Donc, ayez toujours ça en tête aussi. Maintenant, si on revient au message, puis vous vous dites, ben moi, mon organisation n'est pas vraiment touchée là, en ce moment par la crise. Il y en a pour qui ça va quand même pas bien, mais que ça va. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'il faut aussi communiquer. Donc, de quoi on va parler? Donc, donner des nouvelles, mais différemment. Miser sur la vie après la crise sanitaire. Les gens aussi ont besoin de positif en ce moment. Ils ont besoin de se projeter, de rêver, de s'imaginer au-delà de l'épreuve, de croire à des jours meilleurs. Donc, c'est ça que vous pouvez communiquer. N'oubliez pas, vous ne savez pas, votre destinataire, lui, en est où dans sa réalité par rapport à la crise. Donc, votre communication doit toujours être empreinte d'empathie, puis faire preuve de sensibilité. Si vous ne savez pas quoi donner comme information, bien, vous pouvez partager une nouvelle positive. Vous pouvez donner quelque chose pour simplifier la vie, un message d'espoir ou de solidarité. Ça peut être un divertissement aussi. La clé, en fait, c'est de ne pas noyer vos destinataires de communication. Il ne faut pas les enterrer avec ça. Puis, vos communications doivent demeurer le plus pertinentes et le plus crédibles en tout temps. Et surtout, n'oubliez pas aussi de communiquer avec vos employés à l'interne, puis de leur démontrer énormément de reconnaissance. Vous pouvez aussi exploiter la technologie pour engager et démontrer la pertinence de votre mission. Donc, en plus d'engager un dialogue avec vos parties prenantes. Je vous donne un exemple. L'Université McGill, par webdiffusion, permet à ses diplômés de poser des questions sur le coronavirus à ses chercheurs. Donc, en fait, ils saisissent l'occasion d'engager leur collectivité en connectant avec elle, tout en démontrant leur valeur. Un autre exemple, les musées actuellement sont fermés, mais la Société des musées du Québec offre de visiter les expositions depuis la maison. Donc, elle démontre leur pertinence, la pertinence de leur mission avec la technologie.
Donc, c'est tous des exemples que vous pouvez faire, vous aussi, regardez comment vous pourriez exploiter ça. Maintenant, si on regarde du côté de vos donateurs. Donc, dites-vous que vos grands donateurs qui ont vraiment choisi votre cause-là, qui sont réellement engagés auprès de vous, ben, c'est comme un mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Donc, à moins que la crise ne les ait beaucoup affectés, ils ont vraiment à cœur votre mission et ils ne vous laisseront pas tomber. Donc, ça peut aussi être l'occasion de peut-être engager ceux qui n'étaient pas encore tout à fait décidés. Rappelez-vous aussi qu'en temps de crise, les gens veulent se sentir utiles, veulent aider. Mais l'essentiel là-dedans, faire attention, c'est vraiment d'ajuster votre discours puis de bien doser le ton dans vos demandes. Donc, vous pouvez chercher à mobiliser vos donateurs en les informant, en les sensibilisant à votre réalité actuelle, c'est-à-dire adapter votre discours en le contextualisant, rappeler la pertinence de votre cause, parler de l'impact potentiel de la crise sur votre organisation, sur la réalisation de votre mission. Soyez transparent, proche de vos cibles, parlez des pertes subites, de l'impact du changement, en fait, l'impact que les changements mis en place vont avoir eu au sein de votre organisation. Parler de vos besoins, de vos préoccupations dans le contexte. Vous pouvez aussi reconnaître que la situation a peut-être eu un impact de leur côté, là. Vous pouvez aussi leur rappeler le rôle essentiel qu'ils jouent dans le présent pour vous. Puis, vous pouvez aussi élargir un peu les cibles que vous aviez prévu de rejoindre à l'ensemble de vos donateurs. Je vous montre un exemple là, qui incarne assez bien ce que je viens de vous dire, je trouve. C'est l'exemple du parc safari. Donc, je vous le dis rapidement, votre soutien est vital pour notre avenir. La Fondation des Amis du parc safari s'occupe des animaux du parc safari au quotidien. Sa mission, aimer, protéger et prendre soin. Tous les jours, une équipe de zoologistes, techniciens en santé animale et vétérinaires veille sur les 450 animaux qui résident au parc. En tant qu'organisme à but non lucratif, la Fondation des Amis du Parc Safari dépend entièrement des revenus des entrées, des événements, des programmes et des ventes sur place pour soutenir financièrement ses opérations. À cause de la crise actuelle, le Parc Safari est fermé pour une durée indéterminée, mais les animaux continuent de nécessiter des soins au quotidien. Grâce au programme Le Parc Safari à la maison, vous pouvez nous aider à continuer d'assurer le bien-être des animaux. Voici une belle façon de contribuer tout en vous divertissant en famille, en couple ou entre amis. Nous sommes reconnaissants pour l'effervescence du soutien de notre communauté et pour les nombreuses personnes ayant demandé ce qu'ils peuvent faire pour nous aider en ce moment. Donc, par rapport à ce que je vous disais tantôt, ce qu'on voit dans cet exemple-là, c'est qu'ils cherchent à mobiliser les donateurs en les informant de la situation, en les sensibilisant à leur réalité actuelle. Ils ont bien contextualisé leur discours. Ils rappellent la pertinence de leur cause, parlent des impacts potentiels de la crise sur leur organisation. Ils sont transparents, proches de leur cible. Ils parlent de leurs besoins, de leurs préoccupations dans le contexte. Ils rappellent le rôle essentiel des donateurs qui jouent présentement dans la situation. Ils prennent le temps aussi de les remercier. Et tout ça sur un fond, le ton est quand même relativement sympathique. Et en plus, tantôt on parlait d'exploiter la technologie pour engager la communauté et démontrer la pertinence de la mission, bien, ils le font aussi avec le programme Le Parc Safari à la maison. Donc, je trouvais que c'était quand même un bel exemple à vous donner. Et, évidemment, il est possible que votre situation soit peut-être encore plus criante et plus critique. Donc, en ce moment, vous pouvez vous permettre d'utiliser des termes d'urgence pour un message un peu plus percutant du style « si nous n'agissons pas maintenant, nous avons besoin de vous plus que jamais », ce genre de message-là. Normalement, on ne recommande pas ça, mais comme c'est un temps de crise, vous pouvez même faire un argumentaire qui est basé sur la crise financière et ça, c'est assez rare qu'on puisse permettre ça. Donc, ça peut être des avenues aussi si en ce moment, c'est votre réalité. Vous pouvez aussi utiliser le storytelling, c'est peu envahissant, c'est peu agressif, ça humanise le contact avec le public et ça personnalise votre organisation. Ça instaure un climat d'empathie, de confiance, puis ça crée un sentiment d'appartenance. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de maintenir la communication soutenue avec vos donateurs. Même si c'est par sollicitation. C'est une occasion de rassurer sur la continuité, de les rassurer sur la continuité de vos activités. Donc, ça veut dire en fait que vous faites bon usage de leur contribution. En plus,
Ça souligne l'importance de leur contribution auprès de vos bénéficiaires en période de crise. Donc, c'est un petit peu comme si vous les positionnez en héros. Puis on se rappelle, les gens veulent se sentir utiles, sentir qu'ils contribuent à faire une différence. Surtout, n'oubliez pas que ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui continuent avec assiduité leurs activités philanthropiques. Donc, encore une fois, plutôt que d'annuler, moi, je vous conseille vraiment d'adapter vos activités le plus possible. Et si ce n'est pas possible, reporter, mais je vous dirais, c'est un peu la deuxième option, reporter. On va en parler un peu plus tard de pourquoi je dis que c'est peut-être une deuxième option de reporter. Donc, gardez le contact direct avec vos donateurs. Priorisez peut-être les dispositifs numériques. Donc, actuellement, c'est très technologique. La majorité des gens sont sur le web en temps de confinement. Donc, on peut penser, par exemple, à des infolettes spéciales, à des articles de blog informatifs, à des capsules vidéo sur les médias sociaux. Ça peut être aussi renforcé par un appel téléphonique personnalisé. Ça, en fait, ça va vous aider à renforcer le lien que vous avez avec vos donateurs. Donc, si on regarde l'impact que la crise pourrait avoir sur les dons, donc en termes de dons individuels, comment ça va être affecté? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, pour les petits donateurs, la question qu'on se pose, c'est comment ils vont donner un soutien quand on ne sait pas si on va garder son emploi. Pour les plus grands donateurs, c'est comment on va faire quand les marchés s'effondrent puis qu'on ne sait pas quel genre de retour sur investissement on va avoir. Donc, ce qu'on peut s'attendre, c'est possible que les dons majeurs soient en baisse à cause des résultats qui ont été désastreux de la bourse puis la période d'incertitude qui va flotter après. On peut s'attendre que les dons moyens aussi soient en baisse. Le défi, ça va être, je pense, au mieux de pouvoir maintenir les contributions. Puis, pour ce qui est des stratégies plus massives, on pense, mettons, aux campagnes annuelles, bien, à court terme, voire moyen terme, fort possible qu'elles vont être en concurrence avec tout ce qui touche les causes socio-humanitaires. Maintenant, si on regarde sur le plan de votre CA, donc, ce qui est important en ce moment, c'est vraiment de montrer votre leadership puis de donner le ton. À l'interne, auprès de vos employés, mais aussi à l'externe, auprès de toutes vos parties prenantes et de vos donateurs. Donc, c'est essentiel de rester calme, d'inspirer confiance, de montrer que vous êtes en contrôle, que vous avez la capacité d'affronter ce qui vient. Vous êtes à distance, donc c'est probablement le temps d'être plus agile dans vos décisions, d'être dans un esprit qui est peut-être plus de just in time, avec vos stratégies puis l'affectation de vos ressources. Donc, exemple, vous pouvez penser à vous faire des réunions hebdomadaires où est-ce que vous partagez l'info et vous décidez rapidement tout de suite. Donc, c'est un petit peu ça qui est peut-être à garder en tête. En ce qui concerne la gouvernance en temps de crise, bien sûr, il faut être irréprochable, il faut être surtout présent. Votre compréhension de votre secteur, de ses enjeux, vos employés comptent sur vous pour les appuyer, les conseiller pendant la période qui est difficile. Donc, soyez présent pour faire ça. Vous pouvez aussi vous créer un sous-comité à votre CA, un genre de petite cellule de crise, si on veut. Vos équipes, elles, s'occupent de la gestion interne puis de livrer la mission. Vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez trouver les meilleures solutions pour libérer votre équipe de direction pour qu'elle puisse continuer à faire son travail. Donc, n'ayez pas peur d'envisager des scénarios vraiment catastrophes et les solutions qui vont avec, bien sûr. Et arrangez-vous pour que ce comité-là soit le plus complémentaire possible. Ça va vous aider à trouver des solutions beaucoup, en fait, meilleures et plus complètes. Communiquez un maximum. Vos équipes doivent sentir que le CA est présent, qu'il est engagé. Faites-le avec transparence. Communiquez les faits, ce qui se passe, les décisions que vous prenez, tant pour le maintenant que pour le après-crise. Restez solide, confiant, bien sûr empathique et engagé. Ça peut être bon de peut-être avoir juste une personne qui fait le relais de votre CA à vos équipes de façon régulière. Soyez généreux. Mettez vos expertises, votre réseau de contacts au profit de l'organisation. Impliquez-vous un maximum pour aider votre organisation à remonter la pente financière. Faites jouer votre réseau de contacts, trouvez des idées originales. Je vous le répète encore une fois, montrez beaucoup d'empathie. Votre côté humain doit ressortir. Soyez généreux de votre temps, de votre expertise. Si vous avez les moyens financiers, ça aussi. Partagez vos contacts, etc. En fait, impliquez-vous. Soyez engagés envers la cause que vous avez vous-même choisie au préalable. Maintenant, si on regarde les événements,
c'est sûr que tant qu'on n'aura pas trouvé de vaccin, on ne le sait pas quand est-ce que les rassemblements vont revenir comme c'était avant. La majorité des planificateurs d'événements à qui j'ai parlé reportaient les événements à 2021 pour toutes sortes de raisons qu'on connaît, là, qu'on peut imaginer. Mais là, faites attention parce que là, si tout le monde reporte en 2021, bien, il va y avoir une pléthore d'événements. Il y en a déjà beaucoup. Les gens se plaignent déjà qu'il y en a trop. Mais là, ça va vraiment tout arriver en même temps. Puis là, il y a vraiment un risque qu'on se cannibalise solidement entre organisations. Donc, ayez ça en tête, là. Donc, ce qui m'amène à vous dire que le mieux, en fait, c'est probablement d'adapter vos événements. Ce qui est le plus facile à imaginer, c'est de les transformer en version digitale. Donc, assurez-vous, par contre, si vous faites ça, d'avoir assez de gens sur votre événement, parce qu'un événement avec 3 personnes en ligne, on s'entend, c'est pas top. Là, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire du copier-coller de votre événement pour le mettre en ligne. Donc, il va falloir vous réinventer un minimum. Sinon, deuxième option, reporter. Troisième option, comme on le dit depuis le début, c'est d'annuler. Souvent, les événements ne sont pas rentables. Ça mobilise beaucoup d'énergie pendant des mois. Vos équipes, souvent, sont mobilisées. Les participants le disent beaucoup, sont sursollicités. Donc, ça peut être en ce moment une occasion de vous réinventer un modèle plus durable. Donc, enfin, si vous choisissez de reporter ou d'annuler vos événements, ce qui est important, en tout cas, c'est que vous soyez très transparent dans vos communications. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de remboursement? Est-ce qu'il y a des arrangements alternatifs? Et surtout, gardez vos participants mobilisés autour de votre cause. Donc, vos communications vont être très importantes. Si jamais vous voulez opter pour d'autres options, bien, ce que vous pouvez faire, alternativement, qui peut être fait, c'est peut-être de mettre de l'avant un avantage fiscal, c'est-à-dire si on pense, exemple, billets solidaires, détenteurs de billets de spectacle qui ne sont pas remboursés, il y en a plusieurs qui ont décidé, les événements, on va le transformer en don, qui demandent aux gens est-ce que ça peut devenir un don pour l'organisation. On peut mettre de l'avant l'avantage fiscal. Ou encore, si vous reportez l'événement, bien, il y en a plusieurs qui disent bien, gardez votre billet pour une prochaine édition, puis là, vous offrez quelque chose de gratuit, exemple, un bon de 20 à votre bar ou quelque chose comme ça. Ce qu'on voit beaucoup aussi comme tendance, c'est les no-gala et les no-go-gala. Donc, les galas qui vont se tenir en ligne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on utilise une technologie simple, Zoom ou autre, avec une billetterie, la même chose, qui peut être fait avec Eventbrite, PayPal, Simplic ou peu importe. Si, exemple, c'est un gala, mettons cuisine, ben là, on peut mettre un thème au souper, ça peut être un cours de cuisine, vous pouvez inviter un chef. Là, dans ce qu'on a vu, il y a des gens qui envoient des boîtes de type prêt à cuisiner, là, où est-ce que vous avez les ingrédients, la recette dedans. Il y en a d'autres qui s'associent avec des restaurants locaux qui livrent. Mais ce qui est important là-dedans, c'est faites attention de rester local. Vos participants vont vraiment apprécier, c'est vraiment la tendance actuellement. On essaie de faire vraiment la promotion de tout ce qui est local. Vous pouvez aussi proposer un code vestimentaire, vous pouvez changer les arrière-plans. Il y a la possibilité de mettre un live stream, un concours de photos, etc. Il y a même possibilité de faire des petites salles qui peuvent être organisées sur Zoom pour que les gens réseautent en petits groupes. Vous pouvez même intégrer un encans silencieux ou à la crier, puis à la fin, mettre le prix dans votre billetterie. Si on regarde des exemples qui ont été faits, ici, vous avez l'Orchestre métropolitain qui a pris son gala bénéfice qui était normalement à l'Arsenal, donc au mois de mai. Ils l'ont mis en virtuel. Il y a eu une cinquantaine de personnalités qui ont participé. C'était plutôt un événement de remerciement qu'ils ont fait. Ça a été animé par Penelope McQuaid et Yannick Nézet-Séquin. En fait, c'était la rencontre des grands chefs, donc ils étaient associés aux chefs et propriétaires du restaurant Miel. Et eux ont fait envoyer des paniers individuels de produits locaux qui ont été livrés au domicile des participants et ils ont réussi à amasser 368 000 $. Je vous donne ici un exemple. Le No-Go Gala, c'est de Natural High qui est en Californie. Donc, si je traduis, eux, ce qu'ils disent, c'est pas de billets, pas de gardienne ou de nouvelles tenues nécessaires. 100% de votre soutien va directement à Natural High. Donc, ici, en fait, c'est transformé en une campagne de dons. Si on regarde, passons le chapeau pour le Mont-Royal, qui est l'événement des Amis du Mont-Royal. Eux, en fait, ils ont transformé leur événement en campagne de dons, mais avec jumelage de dons. Donc, chaque don sera jumelé à valeur égale par les membres du comité pour un engagement maximal de 70 000 $. Autre possibilité, on parlait d'encans. Donc ça, j'ai coupé l'en-tête, mais c'est la tablée des chefs. Donc, eux, ils ont fait un encan comme ça en ligne. Si on regarde, mettons qu'on clique sur ici Alexandra Strelinski, donc ça vous donne l'idée d'une page. Donc, ça fonctionne comme un encan tout naturel, mais vous le mettez en ligne. Si vous voulez des plateformes, il y a la plateforme Funky, si vous ne connaissez pas, qui est capable de faire des encans.
Donc, elle permet pas juste les encans, là, c'est pas très cher. C'est assez bien fait. C'est une plateforme bilingue. Puis aussi, c'est une plateforme de collecte de dons où est-ce qu'ils mettent les reçus de charité. Puis, ça permet aussi de faire des campagnes de tierces parties. Ils ont un CRM, une billetterie. Ça peut tout être intégré à votre site. Puis, ce qui est le fun de cette plateforme-là, c'est qu'elle est vraiment centrée sur les donateurs. Donc, le donateur s'inscrit une fois et ses données restent à jour, peu importe ensuite si ça se croise avec d'autres listes. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Si on continue avec les autres possibilités ou idées, ici, on a la Fondation québécoise pour enfants malades du cœur. Donc, c'est un défi sportif. Normalement, c'est une course de 6 heures, mais là, ça devient un défi 60 minutes de votre choix à faire de la maison. Donc, il y a plein d'applications en ce moment qui vous permettent de faire le compte en temps, en distance, en pas, en nombre de répétitions, etc. Et si on regarde ici, bien, on s'inscrit en 3 étapes faciles et eux aussi offrent le jumelage de dons, donc Biscuits Leclerc, qui est leur partenaire principal dans l'activité, double don jusqu'à 35 000 $. Si on regarde ici, Festival Juste pour rire, donc eux ont fait premier festival numérique d'humour francophone au monde en ligne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut transformer l'événement. C'est bien sûr plus court. C'est des passes qui sont moins chères. Ils mettent leurs bons spectacles de leurs archives en ligne. C'est peut-être moins de revenus qu'en salle, mais au moins c'est des revenus, mais c'est peut-être aussi moins de travail puis moins de frais. Donc, ça garde une présence en ligne, ça fournit du contenu qui est local, dans un moment où rire est nécessaire, puis dans le moment aussi où du contenu est nécessaire. Autre idée aussi de comme ça, c'est Vue d'Afrique. Normalement, le 36e Festival international de cinéma Vue d'Afrique aurait eu lieu en salle, mais là, ils se sont joints à TV5 Uni et ils ont offert gratuitement la programmation en ligne. Donc, les films étaient accessibles pour une période de 48 heures chacun selon une grille horaire. Donc, c'est peut-être quelque chose à penser que vous alliez avec d'autres, surtout pour les arts vivants. Ou est-ce qu'il y en a un qui a un contenu, peut-être l'autre qui cherche un contenu. Donc, il y a donc des possibilités d'alliance à faire avec d'autres organisations aussi pour aller chercher du financement commun. C'est sûr que tout ça va vraiment être une question de créativité pour se démarquer en temps de crise, mais en évaluant les possibilités d'alliance avec divers organismes qui œuvrent dans le même secteur que vous, ça peut amener des nouvelles stratégies de financement communes. Ça peut aussi vous aider à solliciter davantage de bénévoles ou de donateurs, puis même à faire des demandes financières. La collaboration sera probablement la clé pour plusieurs si ils sont prêts de mettre la clé dans la porte, là. Donc, c'est souvent mieux de s'unir que de travailler en silo. Puis, il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui commencent à préférer ça, puis qui disent même publiquement qu'ils donneraient davantage si les gens s'unissaient davantage. Donc, dans le communautaire, c'est quelque chose qu'on voit quand même avec beaucoup d'initiatives. On pense à l'itinérance, à la pauvreté. Donc, ça peut peut-être être une option pour les plus petits théâtres, les plus petits musées. En tout cas, piste de réflexion pour vous. Autre idée qu'on regarde, le Lone Ride au Lion d'Or de Dear Criminals. Il y a eu bien sûr tous les artistes qui ont fait des concerts de salon, mais ça, je trouvais ça le fun, c'est Dear Criminals qui offrait ce concept-là de Lone Ride. En fait, ils enchaînaient des micro-spectacles de une chanson. C'est 1 ou 2 spectateurs à la fois qui allaient défiler sur la scène du Lion d'Or. Donc, c'était une ronde sécuritaire. On prenait les gens de la porte, c'est tout bien coordonné. On amenait le spectateur littéralement sur la scène. Et ensuite de ça, ils prenaient les petites marches dans les coulisses. Donc, encore là, une expérience de passer par les coulisses pour se ramasser par une autre porte qui sortait dans la ruelle. Donc, les artistes étaient installés derrière un plexiglas comme ça en angle et le spectateur pouvait choisir le morceau qu'il voulait à l'achat du billet. Donc, quand je disais les critiques, je disais étrange expérience en même temps que celle d'être en infériorité numérique. J'imagine que juste ça, c'est une expérience aussi. Puis dire l'expérience est satisfaisante et frustrante en même temps. C'est satisfaisant parce qu'on sort de chez soi en temps de COVID, c'est le fun, mais c'est frustrant parce que c'est juste une chanson. Donc, en tout cas, à vous de voir, mais je trouvais que c'était quand même des pistes de réflexion intéressantes. Pendant que j'étais dans le partage de choses, je partage souvent cette plateforme-là, Simplique, parce que si vous ne connaissez pas, souvent on a peu de moyens. Puis ce qui est le fun avec cette plateforme-là, en fait, c'est une plateforme pour les dons. Ils ont une billetterie, vous pouvez faire des événements, vous pouvez faire de la collecte de dons, du peer-to-peer. Et en fait, leur but, c'est de rendre le meilleur de la technologie accessible aux OBNL. C'est une plateforme qui est d'ici. C'est basé sur la générosité. Donc, il n'y a pas de frais. Les paiements viennent de contributions volontaires. Donc, quand les gens achètent un billet, on leur demande s'ils veulent faire une contribution. Un utilisateur sur 2 donne.
Donc, il n'y a pas de frais cachés, ils paient les frais bancaires, ils ont des tarifs avantageux aussi sur Stripe, puis ils émettent les reçus d'impôts de façon sécuritaire. Et ils ont même intégré Zoom à leur billetterie. Donc là, ici, je vous montre les différents. C'est un programme de membership aussi qu'ils ont. Donc, et la façon qu'ils le font, mais ça peut être complètement intégré à votre plateforme web. Ici, on peut voir la billetterie et les collectes d'événementiaires. Je passe rapidement, mais je voulais juste vous le mentionner parce qu'en temps de crise, souvent, on cherche des façons de faire des événements simples en ligne et des fois, on a peu de moyens, donc ça peut être une belle opportunité. Je vous parle maintenant rapidement de Bombardier, la Fondation Germain Bombardier, qui a créé un espace d'échange et de rencontre pour les directions générales. Donc, c'est un salon virtuel où les gens se réunissent sur 2 semaines où ils peuvent discuter d'un sujet identifié au préalable puis un sondage. Donc, en temps de crise, vraiment, je vous invite à partager, échanger vos expériences, c'est comme plus important que jamais. Donc, ça peut être une belle façon de le faire. Donc, finalement, on va parler de financement corporatif. Donc, je vous partage ici un petit sondage qui a été fait par Elevent au début de la crise concernant les commanditaires. Si des événements commandités par votre entreprise sont annulés, qu'adviendra-t-il des budgets qui leur sont normalement alloués? Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que 57 disaient qu'ils vont conserver en totalité ou en partie l'argent qui était alloué. Donc, juste garde en tête, ça, c'est au début de la crise, on s'est réorganisé, mais il y a quand même un esprit de peut-être, est-ce qu'on va avoir des coupures? Bien, c'est possible. Donc, actuellement, 2020, là, il n'y a pas de budget qui est coupé là, tout de suite. Mais à l'automne, on appréhende des coupes pour les décisions qui vont se prendre pour 2021. Donc, il y en a plusieurs qui vont maintenir leur engagement, ne serait-ce que pour être des bons citoyens ou encore qui vont reporter à la prochaine édition. Il y a beaucoup d'événements qui sont annulés. Donc, dans certains cas, ça libère des budgets, mais on s'entend, il n'y a pas des tonnes pour qui ça fait ça. Et pour les plus petits, bien, on s'attend à ce que ça tombe. Donc, si on regarde au niveau des commandites, regardez le secteur d'activité de vos partenaires. Il y a des secteurs actuellement qui vont bien. On peut penser aux services essentiels, les marchés d'alimentation, ou même des compagnies comme Zoom. Donc, bien sûr, elles ont eu des dépenses supplémentaires. Elles aussi sont en télétravail, ont peut-être dû renforcer la sécurité, notamment Zoom. On pense à ça, les brèches de sécurité qu'il y a eu au début de la crise. Mais ils vont quand même bien dans l'ensemble de ces industries-là. Donc, c'est probable qu'elles resserrent leurs opérations qu'elles se resserrent en fait leurs actions sur le cœur de leurs opérations, mais ça veut dire qu'ils vont peut-être avoir des restrictions au niveau marketing, mais même si c'est en baisse, c'est probable que les commandites ne soient pas arrêtées. On pense notamment qu'ils pourraient garder les budgets pour les gros festivals, ne serait-ce que, ils sont conscients de l'impact qu'ils ont sur certaines industries, exemple culturel, donc ils vont faire attention à ça. Aussi, l'idée, c'est de garder le lien avec la clientèle. Donc, la commandite est un des plus beaux moyens pour entretenir la relation avec la proximité de la clientèle. Il y a d'autres industries aussi qui vont moins bien. On pense au tourisme, au secteur hôtelier, à la restauration. Il y en a beaucoup qui sont fermés en ce moment, qui ont eu des pertes d'argent et d'emplois. Donc, ça peut être long aussi, même après la relance, avant que les gens se sentent à l'aise d'y retourner. Donc, avant que ça soit à pleine capacité avec la distanciation, tout ça, ça peut être long avant que ça arrive. Donc, c'est pas tellement ce secteur-là qu'on utilise en commandite, mais c'est surtout leurs fournisseurs. Donc, on pense au transport, à tout ce qui sert de fournisseur à la restauration, tout ça. Donc, eux sont gravement impactés. Donc, dans les prochains mois, voire années, il est probable qu'il y ait une baisse au niveau de l'argent investi en marketing et donc, c'est possible que la commandite soit plus ou moins possible. Et là, si vous avez déjà des commanditaires, si vous avez déjà des ententes avec des partenaires, bien là, ce qui est important de faire, c'est d'évaluer où vous en êtes actuellement dans vos contreparties qui ont été livrées. Ça peut être une idée, si votre événement n'a pas lieu, de peut-être demander que la balance soit vous versée en dons si vous avez un numéro de charité. S'ils sont capables, ils vont tenter de maintenir l'engagement. L'idée, c'est vraiment de penser ensemble comment adapter votre partenariat. Donc, attention si vous reportez à une autre date. Donc, mettons que vous avez un événement au printemps puis vous dites on va le faire en novembre à la place. Bien, ça sera peut-être pas le même public, ça sera peut-être pas le même nombre de jours, ça sera peut-être pas la même programmation, le site sera peut-être pas le même, la forme de l'événement va peut-être changer.
L'activation va peut-être plus fonctionner vu que vous n'avez peut-être pas le même public, peut-être votre campagne ne marchera plus. Donc, finalement, c'est peut-être pas le même événement du tout. Donc, si vous reportez un événement, bien, ça se peut que, dans le fond, le partenariat soit repensé au complet ou en tout cas qu'il faille l'adapter grandement. La clé dans tout ça, c'est toujours de bien comprendre l'objectif corporatif du partenaire. C'est quoi le what's in it pour lui, là, et de l'aider à l'atteindre, de montrer que vous êtes le meilleur vecteur pour lui pour l'aider à atteindre cette cible-là. On se rappelle qu'on offre quelque chose, on ne demande pas de l'argent, c'est un business deal d'égal à égal. Et là, bien, comme c'est déjà un partenaire, vous aviez déjà convenu de travailler ensemble, il faut juste en fait repenser les moyens que vous allez utiliser pour le faire. Maintenant, si on regarde relation à long terme, sans perdre de vue bien sûr, l'avenir, donc votre relation à long terme, c'est d'essayer de sécuriser maintenant votre budget de l'année prochaine le plus possible. Vous voulez être dans ses pensées quand il va faire son budget à l'automne. Donc, nourrissez la relation pour qu'elle demeure la plus forte possible. Encore une fois, l'important, ça va être de comprendre leurs besoins au sortir de la crise. Ça va être quoi leur nouvelle réalité? Puis comment vous allez pouvoir les aider à accomplir ce nouvel objectif-là. On se doute qu'après la crise, il y a certaines compagnies qui pourraient chercher à reconnecter avec des gens, qui vont chercher à mettre l'humain au cœur de tout ça et qui vont avoir de l'argent pour financer des rassemblements de clients, d'employés, de fournisseurs, etc. Donc, tout ça parce que aussi la commandite puis les activations, c'est quelque chose qui se prête bien à ça. Donc, financement corporatif, dont commandite, bien, ce qu'on s'attend, c'est que ça risque de stagner ou même de diminuer à court terme, moyen terme. Les causes socio-humanitaires risquent d'être privilégiées à court terme. On s'attend que les grands partenaires culturels restent dans les priorités des grandes entreprises. Aussi, il y a un risque que ça soit plus difficile de percer le milieu du don corporatif et de la commandite, mais la qualité de votre relation va être un facteur déterminant, en fait, puis ça va nécessiter un engagement plus fort des conseils d'administration. Donc, en résumé, c'est fou ce que c'est rapide, 1 heure. Hein? En résumé, il y a beaucoup de choses qui vont échapper à votre contrôle. C'est important donc de canaliser vos réflexions, vos efforts, l'énergie là où vous avez de l'influence. Donner une impression de stabilité, de confiance auprès de toutes vos parties prenantes. Adapter le plus possible vos stratégies à votre réalité, à vos publics, même quitte à élargir vos publics cibles. À court terme, moyen terme, votre grande priorité, c'est vraiment de maintenir vos acquis. Maintenez autant que faire se peut vos opérations de collecte de fonds. Fidélisez vos donateurs, vos partenaires actuels, ça devrait être au cœur de vos stratégies. Pour les plus grands donateurs, même les moyens, ça peut être une bonne idée d'avoir des stratégies personnalisées. Restez à l'affût des opportunités, donc lisez vraiment l'actualité économique, surtout en ce qui a trait aux commandites. Puis, ça peut être aussi, comme on en parlait plus tôt, l'occasion de penser à un jumelage ou encore à de la cohabitation entre les organisations pour favoriser le foisonnement des idées novatrices et ainsi même penser à votre pérennité. Et si tout est annulé, ben, en ce moment, peut-être, ça peut être l'occasion pour vous de reprendre le dessus sur l'avenir. Vous avez peut-être moins de revenus, mais vous avez aussi moins de dépenses. Donc, souvent, en OBNL, excusez-moi l'expression, mais on a souvent la tête dans le guidon. Donc, on est souvent plus en réaction qu'en proaction. Donc, ça peut être l'occasion pour vous de prendre ce temps-là pour bien planifier 2021 en avance. Je me permets de vous lire une citation. Elle est un petit peu longue. Je l'ai pris d'un extrait d'un article de Nancy Paul. Je vous avais la référence, mais je trouve qu'elle représente vraiment bien. Je vous ai mis les mots-clés ici, là. Pour arriver à apprendre en temps de crise, il faut bien... En fait, elle parlait des fondations. Moi, je l'ai adapté pour les organisations. Donc, pour arriver à apprendre en temps de crise, il faut bien saisir les opportunités et créer des espaces de réflexion afin de porter une attention particulière à ce qui se passe, cultiver de nouveaux modes de pensée, laisser la place à des interprétations alternatives et établir de nouvelles hypothèses d'action. L'environnement de travail des organisations privilégie l'action rapide et elles ont presque toujours de la difficulté à dégager du temps pour réfléchir et apprendre de leurs actions. Mais si elles ne s'offrent pas ce temps, elles n'arriveront jamais à bien saisir ce qui marche bien et moins bien, comment et pour qui, et ce qu'il faudrait faire différemment à l'avenir. Par temps de crise, ce n'est pas un luxe, mais bien une nécessité d'apprendre de nos actions. Donc voilà, je vous laisse sur cette réflexion-là. J'ai beaucoup apprécié l'expérience, donc je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre temps.
Puis, bien sûr, je vous invite à ce qu'on reste en contact. Vous avez ici mon contact LinkedIn, courriel et site web. Ça me fera toujours plaisir et merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Natacha. C'était vraiment une heure bien remplie. Une très belle présentation également. Le PowerPoint, je pense que c'est un exemple à suivre. On essaie d'avoir des présentations pas trop chargées, qui respirent. Donc, c'était très agréable à regarder. Donc, je pense que tout le monde a dû revoir certaines notions, puis penser à des éléments qui seraient intéressants à discuter avec leur conseil d'administration. Donc, merci encore. La présentation vous a déjà été envoyée, donc à 15h45, vous l'avez reçue à la même adresse que vous avez utilisée pour vous inscrire. Vous avez également un lien pour compléter le formulaire d'évaluation. Donc, merci de le compléter. C'est toujours formateur pour nous et pour nos formateurs et formatrices d'avoir du feedback. On va se revoir ce vendredi. Donc, exceptionnellement, on a un autre webinaire. Cette fois-ci, c'est moi qui aurai le plaisir de l'animer. On va parler des assemblées générales virtuelles. Donc, 7 questions essentielles à vous poser avant d'en organiser une. La première, c'est bien entendu, est-ce qu'on peut faire, nous, une assemblée générale virtuelle? Est-ce que dans nos conditions, c'est un choix qui est indiqué? Donc, vous aurez l'occasion d'en savoir plus dès vendredi. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous. Ça a été, donc c'était le 8e webinaire. On en a un vendredi. La semaine prochaine, on parle mercredi de politique de télétravail. Puis ça va clore en fait la première série de webinaires que nous organisons. Puis on verra par la suite pour l'automne comment on va poursuivre. Mais disons qu'au rythme où avancent les choses, probablement que nous allons poursuivre avec des webinaires. Donc, je vous souhaite un bel après-midi. Puis on se revoit vendredi, je l'espère. Et merci beaucoup, Natacha. Merci.